L'ancien conjoint de Chantal Charest, Michel Vincent, ainsi que leur fille Florence Vincent ont été appelés à la barre des témoins aujourd'hui. Et visiblement, ce que la défense essayait de faire, c'est de décrire cette famille d'accueil de la TUC comme étant une famille d'accueil aimante pour les jeunes enfants autochtones qu'elle accueillait. Ce qui est tout à fait le contraire de ce que les victimes alléguées ont raconté tant devant le tribunal qu'à notre micro. Donc, pas de privation de nourriture, pas de conséquences abusives, comme être sur les genoux, les bras en l'air pendant des heures, pas de petites pièces non plus pour embarrer ou séquestrer les enfants, du moins selon la fille de l'accusé. C'était plutôt un autre endroit où les enfants allaient jouer tous ensemble. Mais là, le problème, c'est que Mme Vincent est elle aussi avocate dans le même bureau que Maître Serge Millette, donc l'avocat de sa mère, l'avocat de la défense. La couronne qui l'a d'ailleurs souligné à gros traits, demandant carrément à la témoin si elle avait eu accès à la preuve avant le procès. Bon, personne dans le camp de l'accusé n'a voulu réagir ni hier ni aujourd'hui, mais clairement, les allégués, les victimes alléguées, ainsi que d'anciens pensionnaires chez Mme Chantal Charest en avaient gros à dire. C'est un processus extrêmement difficile. Ça a pris des années avant d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Puis que ça va probablement se répercuter tout, pour le restant de ma vie aussi. Mais tu sais, moi, je le fais vraiment dans un élan de justice. Et les enfants étaient tout petites, tu sais. J'étais tout petite, c'est sûr qu'il y a des affaires qui se souviennent peu, tu sais. Puis pour l'avocate, là, sa fille, là, ils disent qu'ils n'ont pas de conflit d'intérêt, mais moi, je dis qu'il y en a une. Et je dois dire que c'est vraiment sur toutes les lèvres ici à la TUC ce procès de cette famille d'accueil qui fait face à des accusations de maltraitance envers des enfants. Je vous rappelle quand même 3 chefs d'accusation de voies de fait, 1 de séquestration, plus d'une dizaine d'enfants qui auraient été hébergés chez Chantal Charest entre le début des années 2000 et 2009. Les gens en discutent, que ce soit à la pharmacie, au restaurant, sur la rue. Je vous laisse entendre quelques personnes qu'on a rencontrées ici. C'est vraiment dégueulasse ce qui se passe, là. J'en reviens pas, j'en ai même des frissons, là. Oui, ça jase. On est au McDo, on est un peu partout, là, puis on entend les gens jaser. C'est sûr que ça crée des questions dans la tête des gens, oui. Ça n'a pas d'allure, tu sais, je veux dire... C'est bien décourageant de voir ça. Donc, les plaidoiries des avocats de la Couronne et de la Défense viennent conclure ce procès qui aura duré 2 jours à la TUC. Je vous rappelle que les victimes alléguées, 3 plaignantes, étaient âgées entre 3 et 10 ans au moment des faits reprochés. Le juge, maintenant, va rendre son verdict à une date ultérieure. À la TUC, Marie-Claude Paradis-Desfossés pour Nouveau Info. Une offre de dernière minute pour assurer la survie des activités de Duchesne et Fils est analysée par la Cour supérieure. Quelques 140 emplois chez le fabricant de meubles de Yamachiche sont en jeu. Les procédures de liquidation sont donc suspendues jusqu'au vendredi 15 mai. La grève est officiellement terminée à la coopérative Citadelle. Les syndiqués ont entériné à 67 % l'entente avec l'embouteilleur de sirop d'érable de Plessisville qui prévoit des hausses de salaire sur 4 ans en plus de primes d'ancienneté. Depuis quelques jours, les élus ont fait leur retour à l'Assemblée nationale. Et parmi les changements notables, on retrouve notamment Catherine Champagne-Jourdain à la tête du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Ici en Mauricie, les blocus forestiers font couler beaucoup d'encre chaque été. Mais en tant que femme autochtone, Catherine Champagne-Jourdain a une vision de la forêt très différente de celle de ses prédécesseurs. C'est un enjeu qui est très important. Les Premières Nations ont une relation qui est intime avec le territoire, je vais le dire comme ça. Je suis très au fait de ça, évidemment, parce que moi aussi, je vais en forêt, puis on est des territoires familiaux, alors c'est extrêmement important. Je la comprends, cette relation-là. Il y a un excellent travail qui a été fait aussi par mon prédécesseur, M. Simard, et notamment, je fais référence au projet pilote, là, avec la nation Atikamekw. Ce projet pilote, il vise à inclure davantage la nation Atikamekw dans la gestion du territoire forestier. Annoncé en mars, il avait été jugé à l'époque comme historique et une très bonne nouvelle pour les différents acteurs du milieu. Et selon le grand chef, le projet va de bon train. Ça a toujours été des éléments qui ont toujours été très importants pour les Atikamekw. Ça fait des années qu'on a déjà identifié des lieux. Puis c'était un peu la raison pourquoi il y avait des tensions en territoire. Mais ce projet, il ne fait pas l'unanimité. Dave Petekwe, chef de territoire et porte-étendard des blocus forestiers, l'avait vivement critiqué à l'époque et a indiqué récemment sur ses réseaux sociaux qu'aucune coupe ne sera tolérée cet été sur le territoire forestier. Pour l'industrie forestière, justement, au-delà de ce projet pilote, ce qu'on attend surtout, c'est la mise en œuvre des amendements du projet de loi 11 qui devra avoir l'effet d'une véritable bouffée d'air frais pour les
des entreprises de la foresterie. La filière, là, présentement, va très, très mal. Donc, on a des enjeux. On a le projet de loi 11 qui doit là, impérativement là, être entériné là, avant là, la fin de session parlementaire. Actuellement, le projet de loi 11 est un projet de loi prioritaire qui va permettre, dès leur application, à l'industrie forestière d'être plus compétitive. Le projet de loi 11, je ne sens pas que le gouvernement est légitimé de procéder de cette façon-là. Ce qui est proposé là-dedans ne fait pas augmenter la demande de papier. Puis, ça ne nous rend pas vraiment plus compétitifs, là, si tu veux, viser au niveau là, de nos exportations de bois d'œuvre sur le marché américain. Présentement, ça prend des mesures temporaires qui ont été annoncées. Enlever la taxe carbone, revoir le mode de tarification là, des droits de coupe, enlever le bureau de mise en marché des bois. Ces mesures-là vont être en mesure là, vraiment de donner de l'oxygène là, pour permettre une meilleure compétitivité là, vis-à-vis de l'Ontario, parce que je le rappelle, on est rendu le Québec, la province où la fibre coûte le plus cher. L'objectif à terme est donc de diminuer le coût de la fibre et donc d'éviter la fermeture d'autres scieries qui entraînerait avec elle la perte d'autres emplois dans la région. En Mauricie, Samuel Bideau pour Nouveau Info. La ville de Shawinigan, en collaboration avec la Factory 701, s'est donné comme mission de donner un second visage à l'avenue Grand-Mère. Ils ont remplacé les placardés par des œuvres faites par des artistes d'ici, inspirés de l'artiste Jean-Paul Riopelle. C'est les mêmes bâtisses, hein, c'est la même affaire, sont délabrées, sont insalubres, mais quand vous passez, vous ne voyez plus ça. Et alors, moi, ce que je voulais faire, c'est d'améliorer l'aspect visuel sans mettre en arrière-plan les gestes qu'il faut poser aussi. Les œuvres ont été réalisées par 10 artistes de la Factory 701 et ainsi que 27 élèves de l'école secondaire du Rocher dans la concentration Beaux-Arts. C'est une demande des citoyens. Les gens, c'est l'image de leur ville. Le secteur de Grand-Mère, ça a été très prospère, le secteur de Grand-Mère, et c'était laissé à lui-même depuis des années. Il est maintenant temps qu'on s'en occupe puis qu'on relève le secteur. Je pense que ça donne vraiment un vent de positivisme pour les gens de Grand-Mère, pour les citoyens et citoyennes. Je vous dirais, l'autre jour, dimanche, en sortant de l'église, les monsieur et madame applaudissaient là, au bord de la rue. Il y en a qui viennent pleurer pratiquement sur nos épaules. Il y en a qui nous témoignent vraiment leur remerciement, des gros bravos. Ça faisait partie d'une de mes priorités lors de ma campagne électorale. Je suis content, on en réalise une partie, mais ce n'est que le début de l'aventure. On est dans un milieu où on est dans le besoin, on va se le dire. On est dans le besoin d'espoir, on est dans le besoin d'embellissement, de développer un sentiment d'appartenance, une cohésion sociale. Et c'est ce qu'on n'a pas depuis un bon bout de temps. Alors, c'est ce que ça donne sur l'avenue de Grand-Mère. Souvent, les gens n'osent pas aller dans les galeries. Là, ils vont pouvoir les regarder dans leur ensemble sur la 6e avenue et cette exposition-là va les amener à la galerie Factory 701 qui, elle, va prendre la place de Riopelle de façon extraordinaire. Yves Lévesque ne cache pas que les œuvres sont une solution temporaire, mais il a des projets de grandeur pour l'avenue Grand-Mère. Et là, il faut mettre des programmes. Alors, le programme, je vais vous l'expliquer en gros, c'est pas les chiffres, mais c'est un programme qui va donner un congé de taxe de 5 ans sur la plus-value. Si vous achetez un bâtiment qui est délabré, qui est évalué à 100 000 $, puis vous rénovez, puis il vaut 2 millions, mais vous ne payez pas de taxes sur le 1 million de 100 000 pendant 5 ans. On va augmenter les montants d'argent pour les façades. On veut des façades qui représentent l'histoire de Grand-Mère. On ne veut pas de la tôle. Et ce qu'on veut faire, c'est enlever les superficies commerciales. Il y en a trop. Alors, s'il y en a trop, qu'est-ce qui arrive? Il y a quelqu'un qui veut louer, il y en a 10 à louer, il y en a 20 à louer. Alors, la personne qui veut vraiment louer va louer en bas du prix du marché. Ça va faire en sorte qu'il va avoir juste assez d'argent pour payer ses taxes, il n'y aura pas d'argent pour rénover. Alors, il faut baisser la superficie commerciale. On a mis un plaster sur le bobo, là, puis c'est pas mal plus beau, c'est ça qu'on veut, et le reste s'en vient. Les œuvres resteront sur l'avenue tant qu'il y aura des bâtiments délabrés à cacher. À Grand-Mère, Frédéric Bacon pour Nouveau Info. Plus de 130 spectacles sont au programme du 33e Festivois de Trois-Rivières. À la fin juin, 15 scènes vont voir défiler Ice Cube, Papa Roach, Taio Cruz, Wyclef Jean, Lost Frequencies et bien d'autres. Parmi les artistes québécois, on va retrouver la sensation Angine de poitrine, mais aussi Matt Lang, Daniel Bélanger, Roxane Bruno, Marie-Mé et Jay Scott. Les passeports pour les 9 jours du festival se sont déjà envolés. Seuls des billets journaliers sont disponibles.